où s'est installé le quatrième Reich? Où est le Parlement européen? Donc, dans ces temps-là, évitez surtout les grandes villes en Belgique. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre en fait. Et encore une fois, c'est juste quelques jours. Trouvez des amis quelque part. Virginie, si tu veux, je t'invite à la maison avec ton mari et tes enfants ou ton enfant. Et voilà quoi. On va se débrouiller. C'est à ce moment-là, c'est à ça qui servira la famille aussi. Hein. C'est à ça que servira la famille aussi. Donc moi, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Après, si j'avais pas la capacité de bouger, j'achèterais beaucoup de gaffeurs, de scotch, et que si jamais il y a cette histoire de ligne jaune et tout ça, je fermerais toutes portes et fenêtres comme ça et je sortirai pas pendant 3 jours. Je pense que tu as déjà les réserves nécessaires pour tenir 3 jours à la maison. Voilà. Il n'y a pas de quoi paniquer en fait. C'est si on est préparé, on peut confronter toute situation. Il n'y a rien qui est insurmontable. Et surtout quand on sait qui on a avec nous. D'accord? Ce n'est pas n'importe qui, c'est littéralement la force qui est à l'origine de la création de tout ce qui existe. Donc aller contre sa volonté, c'est compliqué. Et sa volonté, c'est de changer le monde pour permettre à cette nouvelle humanité d'émerger, une humanité où la liberté vient dans sa forme complète, c'est-à-dire avec la responsabilisation de l'individu. Donc, pour les personnes qui seront protégées, 100% des épreuves seront là juste pour les renforcer, pas pour les endommager. Cet individu, c'est quelqu'un de très intéressant. Alors, je vous explique pourquoi je vous parle de lui. Alois Erlmeyer, né le 8 juin 1894 à Haute-Bavière, est mort en 59, était un homme simple et même un peu simplé, mais d'esprit sincèrement chrétien, jovial et serviable. Ceux qui le connaissent bien pensaient qu'il était si béné qu'il aurait été bien incapable d'inventer les visions et prophéties extraordinaires qu'il donnait. Pour faire court, c'était quelqu'un qui avait des visions du futur. Et pas seulement, il pouvait se déplacer à l'espace et au temps avec juste sa conscience. C'était plus un don que quelque chose de gagné parce que, comme c'est décrit ici, c'est plutôt quelqu'un de... On va dire, c'est pas déjà, bien c'est vissé. quelqu'un qui a une sensibilité aussi particulière, vu que son métier c'était d'être sourcier et chercher les sources d'eau. Et c'était déjà des personnes qui étaient connectées un peu d'une manière différente avec les éléments, avec tout ce qui leur entoure. Ils ont une sensibilité particulière. Exactement, il ne fonctionne pas forcément avec le cerveau, il fonctionne plus avec d'autres instants de l'intuition et tout ça. Donc, en raison de sa grande renommée, Erlmeyer avait des détracteurs et fut accusé d'exercice illégal de la voyance, comme s'il y avait une voyance légale, mais bon, bref, à des fins lucratives et de sorcellerie. En 1947, il comparait devant un tribunal d'instance, mais il fut acquitté après audition de témoins et surtout après une troublante démonstration de ses capacités. Erlmeyer fit la description exacte des vêtements que l'épouse du juge portait ce jour-là, en précisant ce qu'elle faisait au moment de l'audience. Sa description était juste, pourtant Erlmeyer ne l'avait pourtant jamais rencontré. Une autre chose qui est dite sur Erlmeyer, quand il décrivait ses visions, c'est l'avenir apparaissait à Erlmeyer comme dans un film, sous forme de flash ou de séquences plus longues et incomplètes. Mais ces visions étaient claires et distinctes. Donc ça veut dire que vous avez quelqu'un avec un esprit relativement simple qui voyait des visions d'un monde qu'il était incapable, déjà un humain normal était incapable de comprendre. Donc déjà là, vous avez quelque chose de très important à ne pas oublier pendant tout le reste de la lecture. D'accord ? C'est-à-dire que ce gars-là, il voyait avec son esprit simple des choses hyper compliquées. D'accord ? Voilà. Alors, avant de lire les extraits de la prophétie, je voudrais que vous gardiez en tête les éléments suivants, en plus de celui que je viens de nommer. Erlmeyer est allemand, donc il parle avec un point de vue allemand. Il voit des choses, mais cela ne veut pas dire qu'il comprend ce qu'il voit. Et lui-même, c'est très important, il n'a jamais rien écrit. Et tout ce qu'on sait de ces prophéties vient des témoignages des gens qui l'ont côtoyé. D'accord ? Et ces gens-là, ce n'est pas exclu que ces gens-là, ils aient mis leur propre interprétation en plus de ce qu'ils ont entendu. D'accord ? Donc, afin d'éviter ce genre de piège,
où des témoignages ici disent une chose, les témoignages là disent autre chose, alors qu'on parle de la même personne. J'ai pris uniquement les choses dans les prophéties qui concernent, la France et les pays francophones, voilà, et deux, qui sont déjà confirmés par plusieurs différentes sources qui connaissaient Erlmeyer. Et voilà, c'est ces deux critères-là, et comme ça, on ne se perd pas dans tout et n'importe quoi. Parce que justement, si on lit la prophétie dans son ensemble, elle concerne l'Allemagne, alors qu'elle est très connue en France. Alors en France, bien sûr, vous allez parler de Marie-Julie Gianni, etc. On ne va pas parler de ça ce soir. On fera ça au prochain Y-Files où on va vraiment approfondir ce concept des prophéties. Alors, pourquoi on vous lit ça aussi? C'est parce que dedans, si on est capable de lire cette prophétie correctement, il y a des éléments qui peuvent nous permettre d'avoir un petit peu d'avance sur ce qui se passe et d'être vraiment, vraiment prêt en fait. Alors, voilà ce qui est décrit que Erlmeyer a dit dans le passé. Là, on est, ces écrits viennent de 1950 par là. Regardez, ça c'est très important aussi. Tous ne parlent que de paix. Shalom. C'est alors que ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerres hostiles se font face en Méditerranée. La situation est tendue, mais l'étincelle détonnante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. D'accord? Ça, c'est très important à noter. C'est-à-dire que selon Erlmeyer, qui a déjà dit des choses qui se sont réalisées, hein, donc c'est pour ça qu'on parle de ça, vous allez comprendre pourquoi on parle de celle-ci en particulier, et pas les autres. Selon lui, il faut garder un œil au Balkan. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'actuellement, la situation Kosovo-Serbie, elle est hyper, ultra, super, méga, extra tendue. D'accord? J'ai des proches qui sont kosovars et qui ont leur famille là-bas et qui décrivent ce qui se passe là-bas. C'est chaud. C'est-à-dire les armées, elles sont posées à la frontière, elles ont des missiles que les uns visent les autres. D'accord? On n'est pas dans une situation où on est encore en train de discuter diplomatique. Non, ils sont prêts pour la guerre. D'accord? Donc ça, c'est la situation au Balkan. Le gars là, il te parle de ça, 1950. Ou avant 1950, justement. Dans cette chose, je trouve aussi, oui. Excuse-moi, une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement, des grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu, et là, très récemment. Moi, je veux souligner qu'on ne peut pas connaître la temporalité, mais c'était le cas, par exemple, quand lors de la guerre en Syrie. D'accord ? Oui, voilà, tu as raison. Oui. Parce qu'il y avait flotte russe qui s'est positionnée pour empêcher la flotte américaine de s'approcher. Oui, et il y a eu carrément la flotte russe qui a fait couler un bateau, qui l'a fait partir, pas couler, mais qui l'a fait partir. Un bateau anglais, en fait, qui prétendait ne pas être là, tu vois. Je me rappelle de ça, donc oui, tu as raison. Oui, c'est alors, puisqu'on parle de temporalité, moi, c'est la première phrase qui m'interpelle. Tous ne parlent que de paix, shalom. Là, en ce moment, on parle beaucoup de guerre, notamment beaucoup de guerre en Ukraine. Et alors, bon, moi, c'est surtout toi, Nico, hein, le spécialiste de la guerre en Ukraine ici, mais ça sent quand même un peu la fin de la guerre en Ukraine. On a un certain nombre de signes que, au côté ukrainien, ça commence à se fatiguer. Peut-être qu'il y a un processus de paix qui pourrait être lié. Est-ce que ça ne donnerait pas peut-être un élément de temporalité pour voir ça? Pendant qu'on parle du processus de paix entre l'Ukraine et la Russie, peut-être. Mais tout à fait. De toute façon, on parle de paix au moment où il n'y en a pas. D'accord? Sinon, on ne parle pas, on la vit, on s'occupe de tout. Et là, tout le monde parle de paix, il faut régler les conflits, il faut faire la paix. Regardez ce qui se passe maintenant. Yémen, apparemment, c'est sur le point de se régler. L'Ukraine aussi, tout le monde commence à appeler à la paix. Donc, du coup, il y a quand même tout ce contexte. Et oui, il est présent. Mais bon, je pense qu'on devrait avancer parce que sinon, on n'avancera pas sur ces choses-là. Alors, je vois un grand tomber. Un poignard sanglant est trouvé près de lui. Puis, tout se passe coup sur coup. Donc apparemment, il y a un assassinat. De puissants corps d'armée marchent sur Belgrade venant de l'Est et poussent vers l'Italie. Immédiatement après, 3 armées blindées s'enfoncent comme des coins de manière foudroyante au nord du Danube et traversent l'Allemagne en direction du Rhin sans avertissement. Tout se passe de manière si inattendue que la population fuit affolée vers l'ouest. Il parle de la population allemande là, d'accord ? Gardons ça en tête. Beaucoup d'autos engorgent les routes si seulement elles étaient restées à la maison ou avaient pris de petites routes. Donc ce qu'il explique, c'est qu'à ce moment-là, il y aura une panique qui va dominer. Et ce genre de choses, si je vous parle, c'est parce qu'on a vécu des situations comme ça en Albanie. Et
c'est assez logique que dans les situations de panique, le mieux c'est de ne pas agir sous l'effet de la panique parce que tu risques d'empirer de la situation. Je vais vous donner l'exemple. En Grèce, il y a eu un tremblement de terre en 99, je crois, en 98, je ne sais plus. Il y a eu des morts. Vous savez pourquoi ils étaient morts, les morts? Parce qu'ils ont sauté, à cause de leur panique, ils ont sauté de la fenêtre du 4e ou 5e étage. De bâtiments qui sont restés debout. Ok. D'accord? Donc c'est très important à comprendre parce que ce sont les moments où, si on vous dit depuis le début que la foi sera importante, c'est parce que on va confronter des situations où on a besoin d'être posé sur quelque chose de solide. Et la foi, c'est important. Et surtout, ne pas avoir peur parce que justement, tout ce qui existe maintenant est fait pour nous faire peur. Et si on arrive à résister à cette peur, de ne pas agir sous l'effet de la peur, on vaincra, on gagnera, on s'en sortira et on sera là présent pour construire le nouveau monde. On a du taf, on a besoin de vous. Alors, c'est important, si vous voyez des choses comme ça, ne prenez pas la route, surtout pas les autoroutes, et surtout qu'en France, c'est autre chose qui va se passer, mais c'est juste qu'on garde ça en tête. Okay? En cas de panique, ne vous amusez pas à prendre la route au dernier moment. Par contre, si vous voyez des assassinats commencer, parce que celui-là, selon les prophéties, c'est le 3e. Si vous commencez à voir des assassinats se mettre en place, préparez quelques jours de vacances chez des amis à la campagne. Voilà. Posez ça comme ça, c'est beaucoup plus réaliste, d'accord? Donc là, on parle d'assassinat de personnalités politiques de premier plan. Voilà. Voilà. Donc si vous entendez parler de ces choses-là, dites à des amis, si vous avez des amis à la campagne, est-ce qu'on peut venir avec la famille quelques jours, rester chez vous pour des vacances, etc., etc. Et sortez des grandes villes. Après, si vous ne pouvez pas sortir des grandes villes, les choisis, ce que papa a choisi, ils seront protégés et du coup, il ne leur arrivera rien, même s'ils sont au milieu de la guerre. Donc voilà. Alors, là, il donne plus de détails sur l'assassinat. 2 hommes assassinent un 3e haut placé. Ils ont été payés pour ça. Je pense que ça se passe dans les Balkans, mais je ne peux pas le dire exactement. Le 3e assassinat a eu lieu, puis c'est la guerre. Voilà. Les Russes avancent jour et nuit. Leur objectif est la Ruhr, où se trouvent les hauts fourneaux. Alors, qu'est-ce que la Ruhr? La Ruhr, c'est cette zone en Allemagne qui se trouve en Allemagne de l'Ouest, d'accord, l'Ouest-Centre, où c'est une zone, comment dire, assez industrielle. On va dire que c'est là où il y a beaucoup de production allemande. Et s'ils attaquent ça, forcément, ils coupent beaucoup de choses à l'Allemagne. C'est une attaque stratégique, purement stratégique, et ça a un sens, d'accord? Donc, les Russes avancent jour et nuit. Leur objectif est la Ruhr où se trouvent les hauts fourneaux. Alors, avant de passer à la suite, prenez bien conscience de ce qu'on vient de vivre là avec l'Ukraine et le fait que l'Europe a envoyé plus ou moins la majorité de son équipement de l'armée en Ukraine. D'accord? Actuellement, on a un général français qui a dit qu'il nous reste un tiers de l'équipement en France. Et ils ont de quoi faire 2 jours de guerre. Voilà. Intensive, ouais. Voilà. 2 jours de guerre intensive, la France est là gaspillée et il lui reste plus rien derrière. Un tiers d'un équipement qui était déjà depuis des années quand même dans un stock assez affaibli, ouais. Donc voilà, juste gardons ça en tête parce que quand on entend que la Russie va traverser l'Europe en quelques jours, actuellement c'est tout à fait possible. D'accord? Et imaginez une situation où avant ça, il y a une crise financière, c'est-à-dire l'effondrement bancaire. Et là, tous les États, ils seront vraiment beaucoup plus fragilisés. C'est vraiment la fin de l'ancien monde. C'est vraiment ça qu'on est en train d'assister. Tu sais, ça me fait penser, oui, s'il y a effectivement, comme le racontait Medvedev, s'il y a effectivement un conflit entre la France et ce qu'il il appelle le 4e Reich, à savoir l'Allemagne, la Pologne, etc., ça va certainement se passer quelque part au niveau de la zone frontalière entre la France et l'Allemagne. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que d'autant plus ça laisserait le champ libre si éventuellement les chars russes devaient traverser la Pologne et l'Allemagne. Si justement les forces de imaginaire 4e Reich de Medvedev sont concentrées par exemple en ce moment sur la France. Voilà.
On verra comment ça va se passer. Moi, je vous dis ça, je sais pas trop en fait. Moi, je fais des parallèles. Moi, je sais pas. Là, c'est purement de la spéculation, de l'imagination. En fait, on écrit un roman. Mais Medvedev, il est important parce qu'il a fait lui-même ses propres prophéties entre guillemets, et une d'entre elles, comme tu as dit, c'est la levée du Quatrième Reich. Et l'autre, c'est que la France n'est pas dans le Quatrième Reich. Donc voilà. Mais lisons la suite. Alors apparaissent les colombes blanches et une pluie jaune tombe du ciel d'un coup. C'est une longue bande qui va de la ville dorée, donc Prague, jusqu'à une baie de la Grande Eau, qui est, j'imagine, quelque part au nord, en Belgique ou en Pays-Bas. D'accord? J'imagine ça parce que j'ai vu la ligne, en fait, c'est pour couper l'Europe en deux, quoi. Et en fait, de ce que je comprends, ça, c'est les Américains contre les Russes. C'est-à-dire, ils coupent l'attaque de l'armée, ou je ne sais même pas si c'est les Américains, mais en tout cas, ils coupent l'attaque de l'armée russe avec cette bande jaune qui va anéantir tout ce qui est en dessous, en fait. Donc là, on peut parler d'agents orange éventuellement, oui, ça existe apparemment d'agents bleus et d'agents, c'est quoi l'autre couleur? Vert. Ça existe aussi, et Erlmeyer, il parle justement de fumée bleue et de fumée verte. Donc on parle de l'agent orange, le truc qui avait été utilisé notamment au Vietnam pour ratiboiser toute la région, quoi. C'est ça. Donc je ne pense pas que ça concerne la France, parce que ça c'est un truc qui n'est pas drôle du tout. Mais si jamais on apprend dans les nouvelles qu'il y a ça qui s'est fait, et que vous n'êtes pas loin, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Juste, il suffit de rester enfermé chez vous et de juste scotcher les fenêtres et les portes et de faire en sorte à ce qu'il y ait le moins de circulation d'air. D'accord? Avec l'extérieur pendant 3 jours, à peu près. Ouais, voilà. 10-3 jours, ouais. D'où l'intérêt des réserves, d'où l'intérêt d'avoir un petit peu d'autonomie, chacun à son niveau. Ouais. Mais je ne pense pas que cette partie-là concerne la France. Encore une fois, c'est un Allemand qui est en train de faire ces prophéties. Il parle de Prague jusqu'au nord, tu sais, les grands ports du nord, tu vois. Donc je ne pense vraiment pas que... Oui. Tu vois, c'est cet aspect-là avec l'espèce de fumée jaune ou quelque chose qui se répand comme ça, qui m'a interpellé dans cette histoire de Erlmeyer. Parce que chez les musulmans, donc 14 siècles avant ça, il y a les prophéties également de la fin des temps, qui évoque un événement qui s'appelle le Malhama, qui veut dire, la Malhama, ça veut dire la fumée, la brume, je ne connais pas la traduction exacte. Et donc les recommandations pour ceux qui y croient, c'était de rester à la maison et calfeutrer les portes et les fenêtres pendant 3 jours. Et ça, par contre, ça m'a vraiment... c'est pas dans le Coran, c'est dans la Sunna. Dans le Coran, il n'y a pas de prophétie. C'est dans la Sunna et c'est le prophète Mohammed qui fait des prophéties. Ok, c'est voilà. Et on pourrait entrer plus en détail au prochain Y-Files. Moi, je parlais juste de celui-là pour justement faire une initiation à ce qui se dit dans les prophéties. Donc, alors, on continue, on va aller jusqu'au bout et voilà. L'assaut russe est battu définitivement sur le Rhin. D'accord? Donc le Rhin, c'est, si j'ai bien compris, la frontière entre la France et l'Allemagne, quoi, en gros. Et la ville, avec la tour de fer, donc Paris, est détruite, incendiée par ses propres habitants. Ça, c'est plutôt l'ambiance en ce moment, ouais. Voilà. Et donc, pourquoi cette prophétie plus qu'une autre? Il y en a plein qui sont tout aussi crédibles les unes que les autres, parce que celle-ci, c'est la plus claire et celle que, avec une bonne lecture, on peut sortir des éléments qui peuvent vraiment nous aider à nous préparer. Tout ce qu'il dit là, ce sont des choses très concrètes. Mais il y a surtout ces deux parties-là. Okay? Cette prophétie a annoncé des choses que nous voyons se mettre en place, comme le fait que Paris sera détruite par ses propres habitants. On voit la situation évoluer avec les provocations de Macron. Une crise financière grave pourrait venir à rendre la situation vraiment plus compliquée. Un effondrement financier n'est jamais une transition facile car elle nous met face à nos erreurs et notre déconnexion avec la nature en fait. Celle qui nous nourrit en vrai et celle qui nous donne la santé. En revanche là, nous sommes en train de voir des efforts d'énerver les quartiers. Les amis, j'ai vu cette vidéo-là. Quand je vous dis elle pue, genre le caca de rhinocéros bourré, tu vois, regardez cette vidéo-là et dites-moi le ressenti que ça vous donne. Et on va en parler après son origine. Le message est adressé aux Noirs, aux Arabes, aux Blancs, aux Juifs,
aux Asiatiques, à mes frères et sœurs, à toutes celles et ceux qui se considèrent français et qui ne supportent plus ce gouvernement. J'appelle tous les quartiers à descendre en masse sur Paris le 1er mai et à venir ici, au 35 avenue Gabriel à Paris, devant la grille du Coq, face au jardin du palais de l'Élysée, pour défendre notre pays et nos libertés. Tu es français? Alors prouve-le et rejoins-nous le 1er mai. Voilà, donc ce genre de menace intellectuelle, genre est-ce que tu es français, alors rejoins-nous. Alors les amis, je ne crois pas une seconde que c'est les gars des quartiers, parce que là c'est ce qu'ils cherchent à se présenter. Hein. Le mec des quartiers avec sa cagoule, machin et tout, qui invite qui? Il a dit, hein, les Arabes, les Noirs, les gens des quartiers en fait. Hein. Et il leur a dit, si vous êtes français, venez là-bas. Je ne crois pas une seule seconde que ce gars vient des quartiers. Ça a plus l'air d'une mise en scène macabre par les services secrets, afin de justifier leur futur faux drapeau ou toutes sortes d'objectifs obscurs et malsains. Ils veulent encore une fois transformer les jeunes des quartiers en bouc émissaires des objectifs du gouvernement. Juste rappelez-vous de l'affaire Mohamed Merah. D'accord? C'est très important de penser à ça, parce que justement, ils savent quelle opinion publique du français moyen, quelle est l'opinion du français moyen pour les gens des quartiers. D'accord? Et ils savent que là, ils ont un sujet où ils peuvent chauffer les deux camps et les faire taper les uns sur les autres. Mohamed Merah, on est d'accord, c'était quoi? C'était vers 2012, je crois, un type qui était allé faire des carnages dans des écoles juives, me semble-t-il, et on s'est rendu compte qu'il était complètement lié au service secret par la suite, c'est ça? Là, c'est l'AFP qui dit Merah trahi par les services secrets selon l'avocat du père. 2012. AFP quand même, ouais. Voilà. Donc, si tu veux, Mohamed Merah, ils ont cherché à le faire passer pour quelqu'un qui est au vrai sol. Et en fait, il se peut que c'était même pas lui qui a fait quoi que ce soit. D'accord? Soit ça, soit ils lui ont fait une commande, il a exécuté et du coup après ils l'ont jeté au feu. Soit, voilà, mais dans tous les cas, ils ont utilisé après, avec ça, ils ont enflammé les quartiers. Parce qu'ils ont dit, ah, les musulmans contre les juifs et machin, truc. Vous vous rappelez le bordel que ça a foutu? Eh bien, c'était les services secrets français qui étaient derrière. Et là, ils cherchent à faire la même chose parce que c'est le sujet des quartiers et des jeunes des quartiers, c'est un sujet très sensible. D'accord? Et ces jeunes-là, pour de bonnes raisons, ils sont en colère. Et ils ne savent pas trop comment manifester cette colère, donc ils sont aussi manipulables. Mais en face, le français moyen qui a un avis très négatif pour ces jeunes-là, d'accord, qui se base sur ce qu'ils voient dans les actualités, etc., et pas sur le vrai vécu, et ben en fait, là, vous avez une parfaite opportunité à tourner les uns contre les autres. Ils cherchent à diviser. Donc, si vous êtes dans les quartiers et que vous avez vu cette vidéo-là, n'allez surtout pas le 1er mai. N'écoutez pas ce genre d'appels, ce sont des pièges. Et ce sont des pièges qui ne viennent pas des gens de chez vous, parce que les jeunes des quartiers, ils ne sont pas comme les gens pensent. Une petite parenthèse, ça fait sacrément penser au 6 janvier, ça quand même. Hein. Appeler tout le monde devant un bâtiment, veut dire le Capitole américain, c'est plus ou moins l'équivalent de l'Élysée là-bas, quoi. Hop là, vas-y, les policiers qui t'ouvrent les portes, qui te disent rentrez, entrez, toutes les caméras qui... ta cafetière magique. Et donc, ça, dans tous les cas, ça, tu prends ça et tu ajoutes dessus le fait qu'il y a une crise financière, même Jaco, il l'a annoncé, tu vois. Bon, tout le contexte est bon. Je vous conseille de vous renseigner sur ce qui s'est passé en Albanie en 97 quand les banques se sont effondrées là-bas. Voilà. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi on vous dit quitter les grandes villes. Voilà. C'est pas compliqué. Alors, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi cette prédiction en particulier qui est très intrigante par rapport à l'actualité de cette semaine. Alois Yollmeyer disait, avant 1950, une partie de l'Angleterre disparaît engloutie quand la chose tombe dans la mer, lâchée par le pilote. Alors la mer se dresse comme une pièce solide avant de retomber. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il ne comprend pas tout ce qu'il voit. Il y a le 21 avril 2023, je vous ai sorti un extrait d'une déclaration de Medvedev. Il dit « La Grande-Bretagne était, est et sera notre ennemi éternel, en tout cas jusqu'à ce que leur île impudente et d'une humidité dégoûtante tombe dans l'abîme de la mer à cause de la vague créée par le dernier système d'armes russe. » Et c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, l'armée russe, elle a annoncé officiellement l'existence d'une arme de tsunami qu'ils ont.
En gros, ils font péter une bombe nucléaire sous la mer. Et en gros, et ça lève. Ouais, je crois que ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'ils ont montré qu'ils pouvaient faire ça. Ah ouais. On en a Le truc, reparlé c'est il y a que- quelques ouais. mois, hein, effectivement, je sais plus dans quel contexte, mais c'est Poséidon, c'est comme ça qu'elle Ouais, s'appelle. on il me en a semble. parlé. Ouais, Hmm. j'ai peur de me tromper. Je dis, c'est une torpille, d'accord, qui est autopilotée, qui est alimentée par un réacteur nucléaire. Le gros problème, qu'est-ce qui posait le problème à la sécurité de tout le monde, pourquoi tout le monde avait peur exactement de cette arme-là, c'est qu'elle peut rester dormante pendant des années. C'est-à-dire elle est peut-être déjà sur place. Quelque part à côté des côtes de l'Angleterre, de Californie, et juste à un moment donné, elle est déclenchée et ça soulève une énorme vague qui est... C'est le jour Voilà. d'après le film, pour ceux qui l'ont vu. Après, Voilà, en termes donc, de relations publiques, la Russie, si jamais ce genre de choses arrive, elle va pas sortir indemne de ça, quoi. Parce que. Bah justement, C'est sûr. les prophéties d'Erlmeyer, elles disent que la Russie, elle va pas forcément bien vivre cette histoire-là. C'est-à-dire que il y aura une révolte interne en Russie qui fera que, en fait, la Russie, elle va se libérer, elle aussi, des pouvoirs sur place qui sont en train de commettre des meurtres dans le monde, tu vois. Et c'est l'Église orthodoxe après qui prendra le dessus, voilà, l'Église orthodoxe russe. Donc, comment Erlmeyer, il était capable de décrire ça avant les années 50, d'accord, en voyant cette chose qui était lâchée dans les eaux et qui a en gros provoqué un tsunami gigantesque. Et là, on a Medvedev qui dit ça et la Russie qui a annoncé il y a apparemment quelques années l'existence de cette arme. À l'époque d'Erlmeyer, voilà, je suis même pas sûr que le gars il comprenait ce que c'était une arme nucléaire à l'époque. Parce qu'encore une fois, on vous parle de quelqu'un qui n'était pas... Voilà, niveau cœur, c'était Qui était à fond. ensemblé, ouais. Voilà, niveau cerveau, c'était pas très complexe, on va dire. Donc voilà, c'est les deux parmi de nombreuses raisons, d'accord? Donc, pourquoi parler de ça maintenant et entre guillemets faire peur? On parle de ça, on parle pas de ça maintenant, vraiment en fait. On parle de tout ceci depuis le début. Rappelez-vous, soyez autonome. Préparez votre corps avec des jeûnes et des douches froides ou des bains froids. Pourquoi? Les douches et bains froids permettent de maintenir votre volonté solide. Les jeûnes permettent, on va dire, de rétrécir la taille d'estomac et d'avoir, déjà de rembourser des dettes. Donc il y a tout l'aspect spirituel, mais ça permet au corps de se guérir, de se réparer et surtout d'être capable de fonctionner en ayant moins besoin de choses. Et du coup, si on a moins faim, on devient moins nerveux. D'accord? Moi, grâce au jeûne, j'ai pris conscience que je peux vivre sans manger 40 jours. Et peu importe ce qu'il y a, 40 jours minimum. Minimum, je vous parle de minimum et je sais que je peux le faire sans problème. Je ne vais pas être là comme ça. Non. Tout en étant capable physiquement, je peux tenir très longtemps. Et c'est le jeûne qui m'a permis de prendre conscience de ça. D'accord? Mais quand j'ai fait les jeûnes, il y avait des périodes difficiles. D'accord? Mais une fois que ces périodes difficiles sont dépassées, la confiance à notre organisme devient gigantesque. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en cas de manque de nourriture, je ne vais pas paniquer. Parce que 40 jours, c'est très long. Tu as le temps de trouver quelque chose à manger pour apporter ton corps ce qu'il a besoin. Surtout si vous avez des réserves et que vous consommez ces réserves-là correctement. Donc moi, mon plan à moi, c'est dès que je vois ces choses-là se manifester, j'arrête de manger en fait. Je ne vais pas aller me goinfrer de mes réserves, c'est j'arrête de manger. Et je vais tenir le plus longtemps possible sans manger, et quand j'aurai vraiment besoin, je prendrai un petit peu de graines germées, un petit peu de pain fait avec des graines de blé, des graines germées de blé, des choses comme ça quoi. Voilà. Et en fait, c'est pour faire en sorte, c'est des choses vraiment, il faut les faire. Hein. Il faut les faire. C'est le fameux répentez-vous. C'est ce que ça veut dire. Répentez-vous et redonnez à votre corps la force qu'il a pour qu'il soit capable d'être là pour vous dans ces moments-là. Répentez-vous des manières de ce monde qui nourrit les gens dans les supermarchés avec du poison et tournez-vous vers la nature. Apprenez votre connexion avec la nature. Il n'y a que la nature qui peut produire une nourriture saine pour le corps. Ça n'existe pas une nourriture artificielle saine pour le corps. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, c'est important. Alors, reconnectez-vous avec la nature et cherchez la paix. Pourquoi? Ça évite la panique. Et ça permet d'entendre l'intuition. C'est le point d'après. Cherchez le silence afin d'être capable d'entendre votre intuition. Parce que tout comme l'animal,
Il n'a pas besoin d'un manuel pour savoir comment s'accoupler, à quelle période, quand est-ce qu'il va pousser le pelage pour faire face à l'hiver. Il n'a pas besoin, l'animal juste il fait. Nous avons aussi cette capacité-là, à travers notre intuition, de pressentir les dangers, de savoir être au bon moment, au bon endroit. Mais pour ça, il faut le faire taire, lui. Parce qu'il est très bavard, à force de le nourrir de n'importe quoi, on a tous chopé la diarrhée mentale. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on est incapable d'entendre notre intuition. Elle vient, et il y a le mental qui vient et qui lui dit non, non, parce que si je fais ça, c'est compliqué, tu comprends, le travail, sécurité, famille, machin. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que le cerveau ne sera pas capable de vous apporter les solutions dans une situation comme ça. C'est vraiment uniquement l'intuition. Et c'est pour ça, cherchez le silence pour que vous puissiez trouver la paix, d'être capable de vous écouter en fait. Ayez des réserves de nourriture et d'eau. Voilà. Quittez les grandes villes. Alors, si vous ne pouvez pas le faire d'une manière permanente, encore une fois, négociez avec des amis dans l'entourage. Dès que vous voyez ces choses-là commencer, dites-leur, est-ce qu'on peut passer vite fait, passer quelques jours? Parce que tout ceci, c'est qu'une question de quelques jours. Hein. Cette situation-là, elle dure que quelques jours. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va durer 3 ans, 4 ans, comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelques jours. Donc, allez pendant cette période-là à la campagne, et après, quand c'est fini, vous revenez dans votre maison en ville et vous verrez. Et pour finir, l'ancien monde, on vous a dit qu'il sera détruit complètement afin que nous puissions construire le nouveau. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Ce n'est pas des choses qu'on raconte maintenant. C'est juste qu'on n'a pas donné les détails. Bah voilà, mais la préparation, elle était là. Et maintenant, je pense que si vous nous avez suivis, et que vous pratiquez les choses et vous n'êtes pas juste des observateurs passifs, je pense qu'il y a moyen que vous soyez vraiment prêts, beaucoup plus que ce que vous croyez pour ce qui se passe, et qu'à un moment venu, pas seulement vous saurez vous protéger vous-même, protéger vos proches, guider vos proches aussi, mais vous allez pouvoir être aussi des phares et carrément servir de la main de Dieu dans ces périodes-là, parce que la main de Dieu va se manifester à travers quoi? À travers des gens. Des gens qui sont capables en ce moment-là d'avoir la foi et de pouvoir tenir debout malgré un contexte de faim. Alors, on ne cherche pas à faire peur, mais on ne cherche pas non plus à être rassuriste, comme diraient certains fascistes. Au contraire, on essaye d'être réaliste et concret. Prenons l'exemple du Covid. Oui, c'était difficile, chiant, injuste, etc. Mais avons-nous la moindre idée du nombre de personnes qui ont ouvert les yeux pendant cette période? Parce que c'est bien de voir la guerre comme la fin de on va tous mourir, tout ça. Mais n'oubliez pas le positif, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, en fait, l'effet inverse se produit. Ils ont fait le Covid pour nous enlever des libertés, et c'est la période où littéralement l'humanité s'est libérée le plus que tous les temps. Parce qu'ils ont eu le temps de rester chez eux avec les confinements, de remettre en question leur vie et de voir à quel point ils peuvent perdre facilement les libertés. Donc, n'ayez pas peur sur les effets que ça va provoquer. Ça ne fera que renforcer l'humanité libre. Voilà, la suite, Thierry. Alors, ceux qui sont derrière l'état profond veulent nous faire croire qu'ils sont au contrôle. Mais en réalité, ce que nous voyons, ce sont leurs efforts désespérés de maintenir le contrôle qu'ils ont déjà, car ils sont en train de le perdre très rapidement. L'origine de cette perte de contrôle les dépasse puisque nous ne sommes pas seuls dans cette transition. Papa est avec nous et il redonne l'autorité à ses enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, tout ça, c'est un peu compliqué, mais sans entrer trop dans les détails. Dans l'ancien monde, l'autorité était volée par des entités paresseuses et manipulatrices qui se mettaient au-dessus des autres et transformaient leurs frères et sœurs en esclaves de leur propre volonté. Dans le nouveau monde, ceux qui auront autorité seront ceux qui seront au service des autres. Le Christ a lavé les pieds de ses apôtres, tout ça. Plus un individu aide les autres, plus il aura de l'autorité divine. Je n'exagère pas les mots là. Une forme d'autorité qui dépasse la compréhension de la réalité aujourd'hui. Alors, avant de lire cette fin de la prophétie d'Irlmayer, je tiens à rappeler à tous les chercheurs de vérité que dans ces temps obscurs, tout le monde cherche à comprendre la marque de la bête et son nombre. Mais peu cherchent à comprendre la marque de Dieu. Et ça montre quelque chose. Où vous mettez votre focus? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Comprendre la bête ou comprendre Dieu? Lequel des deux sauts vous voulez avoir?
celui de la bête ou celui de Dieu? Si vous voulez celui de Dieu, laissez tomber l'autre. Concentrez-vous sur celui de Dieu et essayez de comprendre ce que c'est. D'accord? Parce que dans ces périodes-là, tout le monde écrit des livres. Ah, moi je sais, lui c'est la bête, lui c'est machin, 666, les bouquins qui sortent et tout. Tout le monde se met à flipper en fait. Comprenez que Dieu existe réellement. Et que bientôt vous allez être témoin des miracles que vous n'êtes pas capable d'imaginer aujourd'hui. Prenez bien conscience de ça. Et que les personnes protégées par Dieu, même si la bombe nucléaire leur pète dans les mains, il ne leur arrivera rien du tout. Ça, comprenez-le. Donc, même si vous n'arrivez pas à fuir, etc., si votre cœur est au bon endroit, d'accord, et que vous agissez avec le cœur, la foi, la bienveillance, l'amour et toutes ces valeurs divines, vous n'avez pas à vous inquiéter, en fait. C'est tout. C'est pas compliqué. Et donc, je fais un petit rappel, justement. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. C'est Révélation 7, justement. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Et donc, si la marque de Dieu, c'est ça, pourquoi la marque de bête serait quelque chose de matériel? Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le front. C'est les croyances, c'est l'endroit où on a les croyances, la foi, c'est ce qui nous représente, c'est la partie haute, c'est ce qui est juste devant le cerveau, notre intellect, notre capacité de comprendre. D'accord? Donc, marqué par Dieu, c'est avoir donné sa vie à Dieu. Et je connais un paquet de gens qui l'ont déjà fait. Et qui n'ont plus aucune peur parce qu'ils comprennent. Donc, si vous avez peur, il ne faut pas chercher à trouver des astuces ou des magouilles pour vous en sortir. Il faut que vous renforcez votre foi. C'est pas compliqué. Je sais que pour beaucoup, c'est contre-intuitif, mais, les amis, il faut vraiment prendre ça très au sérieux, le sujet de la foi, essayer de comprendre, en fait. C'est notre mission. Et n'oubliez pas aussi l'arc-en-ciel. J'ai mis l'arc-en-ciel. Ici, dans Genèse, c'est écrit, le déluge, ça concernait la terre. Dans cette époque-là, il n'y aura pas de déluge, il n'y aura pas de destruction totale. Alors, bien sûr, il y aura les conséquences de nos bêtises. Ce n'est pas le jugement de Dieu. C'est la conséquence de l'arrogance des humains. Ce qui se passe. D'accord? Et donc, la fin de prophétie de Iermeyer, c'est, et je vous laisse avec la jolie image de l'arc-en-ciel, quand viendra l'automne, donc après, les gens se rassemblent en paix. Tout d'abord, il y a encore la famine, puis tant de vivres que chacun mange à sa faim. Les gens sans terre peuvent aller où il y avait le désert et chacun peut s'établir où il veut et avoir autant de terre qu'il pourra labourer. On plante de la vigne chez nous tellement le climat a changé, des fruits méridionaux poussent chez nous et il fait beaucoup plus chaud que maintenant. Après ces événements vient une longue et heureuse époque. Celui qui la vivra s'en portera bien, mais les gens devront tout reprendre là où nos arrière-grands-parents ont dû commencer. Autonomie. Quelle est la différence entre nos arrière-grands-parents et nous? C'est que nous sommes beaucoup trop dépendants aux institutions et à l'industrie. À l'époque, nos arrière-grands-parents, ils étaient capables. Ils faisaient même leur propre tissu pour faire leurs propres vêtements. Alors, moi je suis content parce que ça finit bien. Ça finit sûr, bien quand même. Et ça finit bien, et c'est imminent. Cette fin-là, elle est imminente. Tu vois, enfin, cette fin de l'ancien monde qui annonce le début. Vous vous rendez compte, les terres seront libérées. Parce qu'actuellement, il n'y a pas un endroit sur Terre où tu peux aller et dire, moi je veux m'installer là et je veux vivre sans argent. Non, tu as toujours besoin de l'argent. Je connais la famille des baronnets, que je suis depuis 15 ans, qui ont la maison autonome. D'accord? Ils ont une maison autonome, mais genre vraiment depuis 35-40 ans, tu vois. Ils doivent quand même gagner un peu d'argent pour payer quoi? Les impôts locaux et les impôts. Enfin, je pense qu'avec ce qu'ils gagnent, ils ne sont pas imposables, mais les impôts locaux. Il y a des choses à payer. À partir du moment,
Et d'ailleurs, l'État, quand tu achètes un terrain, ce n'est pas ton terrain. En fait, il te le loue. Et l'État, il peut le reprendre quand il veut. Ça, sachez-le. Comprenez que l'État, dans le monde occidental, il peut prendre vos terres quand il veut. Ce ne sont pas vos terres. Tout ce que vous possédez, ça me fait rire, le grand recette qui disent vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Oui, mais on ne possède déjà rien. L'argent qu'on a, il ne nous appartient pas. Ils peuvent nous le bloquer. Regardez ce qui s'est passé avec Thierry. La maison. Thierry, il avait sa maison, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il fait ce qu'il fait, ils ont décidé qu'il est coupable et il ne peut plus rentrer chez lui. C'est très bien de faire des visions, de préparer de toutes ces choses-là, mais l'État, il a le pouvoir de vie ou de mort sur nous, normalement, si on le laisse. Mais rendez-vous bien compte que vous avez une autorité bien supérieure que celle de l'État. Donc, alors, pour approfondir ce sujet que j'imagine, voilà, il est intéressant et que beaucoup se disent maintenant, oh là là, n'ayez aucune crainte. L'idée, ce n'était pas de vous faire peur. L'idée, c'est juste pour vous dire qu'il y a des prophéties, mais si on les lit correctement, qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Si vous voyez des choses grandes se produire, ne paniquez pas, préparez vos réserves, voilà, et essayez d'être présent pour aider les gens autour de vous au moment où ces choses-là vont arriver. Voilà. Il y a eu déjà en 2021 une petite caméra cachée qui nous expliquait comment c'était quoi le plan. Voilà, tu peux cliquer, ça dure quelques secondes sur la vidéo. Je crois qu'il y a une fatigue Covid. Dès qu'une nouvelle histoire émerge, les gens s'y accrochent. Ils ont déjà annoncé à notre bureau que dès que le public est réceptif, nous allons commencer à nous concentrer surtout sur le climat. Le climat et le réchauffement climatique seront nos prochains... je ne sais pas comment dire. Notre prochaine priorité, comme de sortir Trump de la Maison Blanche, ok? Sans le dire, mais c'est ça. Notre prochain sujet sera la sensibilisation au changement climatique. De quoi ça aurait l'air? Je ne sais pas, je n'en suis pas certain. J'ai le sentiment qu'on diffusera constamment des vidéos sur la fonte des glaciers, sur le climat qui se réchauffe, les effets que ça aura sur l'économie, et vraiment se concentrer là-dessus. Qui prend cette décision? Bon, voilà, Le dirigeant du réseau.